Un passage maintenant concernant le plongeur, qui est chargé de faire le mouvement de recul et de plongeon vers les canettes. Je vous parlerai ensuite des pinces, mais pour l'instant je les considère comme un petit peu à part. Je commencerai par vous parler de mes choix en ce qui concerne la géométrie des pièces qui constituent cet élément. Ensuite, on parlera de mécanique et de motorisation pour finir. Tout cet élément-là, idéalement, il doit rester à l'horizontale, quelle que soit la position du bras. Tout simplement parce que la surface des canettes est horizontale et il faut que la pince, pour pouvoir aller attraper des canettes, se présente elle aussi à l'horizontale. Ça peut paraître évident, mais c'est pas si évident que ça à obtenir, puisque toute cette partie-là est fixée sur le bras du robot qui a un angle d'inclinaison variable. Et pour que ça reste parfaitement à l'horizontale, j'ai choisi d'installer le plongeur sur ce que j'ai appelé une vis gravitaire que j'ai installée ici. Donc c'est une liaison pivot tout simplement qui fait que le bras, tout ça est fixé dessus. J'ai fait en sorte d'équilibrer les masses de tout ce qui constitue cette partie-là pour que, en fonction de l'inclinaison du bras, ça puisse se mettre automatiquement à l'horizontale, de manière autonome. Alors là, ça marche pas très bien puisque le plongeur est sorti, il y a beaucoup plus de frottement au niveau de la vis. Des moteurs d'un côté, pas de l'autre, des pièces présentes d'un côté et pas de l'autre. Voilà, de manière générale, il n'y a pas grand-chose de symétrique là-dedans. Donc l'équilibrage par rapport à la vis gravitaire placée au centre, il n'est pas naturel. Mais pour avoir un truc qui se place naturellement à l'horizontale, il fallait équilibrer les masses dans tout cet élément. Et c'est pour cette raison que j'ai ajouté des petites rondelles en acier inoxydable que vous voyez ici, d'un côté. Maintenant, à propos de la forme géométrique hexagonale. Les questions auxquelles je vais répondre, c'est pourquoi j'ai choisi de faire cette forme-là et pourquoi il y a un treillis ici notamment. Quand j'ai voulu concevoir cette partie-là, ce que je devais obtenir, c'était quelque chose qui fasse avancer les pinces parfaitement à l'horizontale, c'est-à-dire sans plonger vers le bas, même avec le poids d'une canette, et sans s'incliner dans l'une ou l'autre des deux directions que je vous montre, autrement dit, en restant perpendiculaire à l'axe du rail. Ça, c'était les deux obligations. Et pour répondre à la première obligation, qui était de plonger sans plonger vers le bas et sans monter vers le haut, j'ai choisi de faire cette forme hexagonale. L'hexagone permet de maintenir cette face-là, qui correspond à la face de fixation où il y a la vis gravitaire, parfaitement face à face avec la face où sont fixées les pinces. Ça, c'est la première chose. Mais ça ne fait pas tout. L'hexagone, naturellement, il est déformable. Si vous prenez un hexagone normal, entre guillemets, la face qu'il y a là n'a aucune raison de rester face à celle-ci. On peut le déformer de manière de toutes les façons possibles. Alors que moi, dans mon application, pour plonger en face sans dévier, j'ai besoin que l'hexagone garde certaines propriétés géométriques, à savoir que cet angle-là, celui-ci et celui-là restent en permanence égaux. Petite démonstration. Voilà. Et aussi que ces deux angles-là restent parfaitement égaux pendant les déplacements. Si ces angles-là dont je viens de vous parler restent égaux, les deux faces ici et là resteront face à face, sans subir de déviation. Ça, c'est la première chose, mais l'hexagone, naturellement, ne permet pas de faire un déplacement sans déviation. Et c'est pour ça que j'ai dû le compléter avec le petit treillis métallique fait maison que vous voyez au milieu. Ce treillis possède, au niveau de l'hexagone, 4 points de fixation. Je ne sais pas si on voit très bien, mais il y a une première liaison pivot là-dessous qui fixe le treillis à cette face-là. Et de l'autre côté, c'est symétrique, il y a exactement la même chose, une liaison pivot. Donc deux liaisons identiques. Les deux autres points restants de fixation du treillis, donc celui qui est caché là-dessous et l'autre en face symétrique, c'est aussi des liaisons pivots, mais elles sont installées dans un petit rail ici, j'espère que vous pouvez le voir.
et ce qui fait que ce point-là reste fixe, mais ce point-là, lui, peut glisser dans le rail en fonction de l'avancement. Si je vous parle de géométrie, qu'est-ce que ça donne? On a un point là et un point là qui forment un segment. De l'autre côté, c'est symétrique, on a un deuxième segment. Et grâce à la géométrie de ce treillis, les deux segments que vous avez de chaque côté restent en permanence, quelle que soit la déformation du treillis, ces deux segments restent parallèles. Et comme j'ai décidé de fixer ces points géométriques aux faces qui doivent rester parallèles, eh bien le treillis impose aux faces de rester parallèles, ce qui permet d'avoir les angles ici et là qui restent égaux, ce dont je vous ai parlé au début. Donc en résumé, la forme hexagonale de cette pièce combinée à l'action du treillis permet d'obtenir quelque chose qui avance de manière perpendiculaire au rail, sans angle de déviation et sans pencher vers le bas et sans monter vers le haut. Je viens de vous parler de comment j'ai obtenu mon guidage. Et maintenant, je peux vous parler de motorisation. Et pour ça, on va retourner la pièce en question. Alors, je sais que vous l'avez peut-être déjà deviné comment ça marchait, mais je vais quand même expliquer. Il y a ici un motoréducteur. Donc, le moteur est là. Et il y a un réducteur avec notamment un étage constitué d'une vis sans fin avec un angle assez étroit. Alors là, je ne suis pas sûr de mon vocabulaire, mais il y a un angle particulier, il me semble, je ne sais plus comment on appelle ça, mais qui fait que ce réducteur-là n'est pas réversible. Le moteur peut faire tourner la sortie du réducteur, mais faire tourner la sortie du réducteur ne fait pas tourner le moteur. Ce qui fait qu'on a un freinage naturel. J'ai oublié d'en parler concernant le moteur d'angle et le moteur de rail, mais c'est la même chose. Il y a des réducteurs qui comportent un étage avec vis sans fin, et on a donc un freinage naturel dès que les moteurs s'arrêtent de tourner. Donc il n'y a pas de frein rajouté. Voilà, parenthèse fermée. Alors oui, ce moteur réducteur, que fait-il? Il est accouplé, la sortie du réducteur est accouplée à deux cordes que vous avez ici. J'appelle ça des cordes, mais en fait ce sont des assemblages de 3 cordes très résistantes. Pourquoi 3? Eh bien pour des raisons de sécurité, fiabilité, la contrainte dont j'ai tellement parlé dans cette vidéo. Et quand on appuie sur le bouton reculer, vous avez le moteur qui tourne, qui fait embobiner les deux cordes. Ces deux cordes sont accrochées aux deux faces qui doivent rester parallèles, et ça les fait tout simplement se rapprocher pour faire rentrer le plongeur. Maintenant, pour sortir, on appuie sur le bouton plonger. Le moteur va évidemment tourner dans le sens inverse, les cordes se détendent, mais des cordes qui se détendent, ça ne permet pas de faire déployer l'hexagone, puisqu'elles ne peuvent, comme elles se détendent, elles ne peuvent pas exercer de pression pour faire s'écarter les deux morceaux de métal. Et il faut donc compléter le relâchement des cordes par un ressort ici. J'ai envie d'appeler ça un ressort de rappel, mais je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit juste au niveau du vocabulaire. Donc le ressort est fixé aux deux faces ici de l'hexagone. Quand le moteur veut faire reculer le plongeur, il tire sur le ressort. Donc là, les cordes se tendent, ce que j'ai montré au début. Et quand il veut faire sortir le plongeur, les cordes se détendent. Et à ce moment-là, le ressort entre en jeu. Il rapproche les deux faces et il fait avancer le plongeur. Donc voilà, combinaison, corde plus ressort pour assurer le mouvement, les deux mouvements, donc plonger et reculer. L'axe de sortie du motoréducteur, où sont fixées les cordes, il faut idéalement qu'il reste en plein milieu de l'hexagone. Ça paraît logique, mais le problème c'est que ce milieu d'hexagone ne correspond à aucun point matériel dans le robot. Vous pouvez peut-être avoir l'impression que la vis centrale au niveau du treillis reste en permanence au milieu de l'hexagone. En fait, c'est pas le cas. Elle dévie de quelques millimètres sur cet axe-là. Je ne sais pas si on peut bien le voir, mais elle dévie légèrement. Donc, je n'ai pas pu me servir de cette vis-là pour fixer directement le moteur et avoir un motoréducteur qui reste en plein milieu de l'hexagone. Et c'est pour ça que je me suis un petit peu cassé la tête avec les petites barres que vous voyez en plus ici et la vis centrale de l'hexagone. J'ai bricolé un petit système de rails supplémentaire qui est plutôt en dessous en fait et qui fait que le moteur peut translater comme ça
Et naturellement, comme il peut translater et qu'il est maintenu par les deux cordes où il y a à peu près la même tension mécanique, eh bien il va avoir tendance à rester au milieu. Alors je vous montre ce qui se passe quand on recule. Je pense que vous l'avez vu, mais il y a eu quelques petits à-coups comme ça, de gauche à droite. Alors c'est à cause des frottements qu'il y a dans mon petit système de rail bricolé fait maison, qui n'est pas parfait évidemment. Mais vous voyez que le motoréducteur a tendance à naturellement se recadrer en permanence au milieu de l'hexagone. Voilà, donc motorisation, j'en ai parlé. On va finir en toute logique avec les capteurs de fin de course, ça va pas être long. Il y a un petit micro-rupteur ici qui s'enclenche dès que le plongeur se rentre entièrement. Et vous en avez un deuxième ici qui s'enclenche quand il sort entièrement, quand cette face-là vient le heurter. Un passage concernant les pinces à présent. Les pinces sont capables d'effectuer deux choses, comme tout le monde l'aura deviné. La première, c'est pincer, desserrer pour aller agripper des canettes, mais c'est pas tout. Elles peuvent aussi se lever et s'abaisser. Pourquoi elles peuvent s'élever et s'abaisser? Parce que ça rejoint la contrainte liée aux dimensions du robot dont j'ai parlé en début de vidéo. J'avais tellement peu de place dans ce distributeur que je ne pouvais pas me permettre de laisser les pinces à l'horizontale. J'ai été obligé de compliquer un petit peu le système, et pas qu'un peu même, pour qu'elles puissent s'élever et traverser le distributeur sans heurter ses parois. Voilà à quoi ça sert. Sinon, en temps normal, on les laisse abaisser pour pouvoir utiliser le robot. J'ai pas fait la démonstration en plein jour de ces fameuses montées-descentes de pinces. J'expliquerai un petit peu après pourquoi. Alors, je vais commencer par parler de la fonction principale de ces pinces, c'est-à-dire pincer et desserrer. Un dispositif assez simple dans le principe. Il a été compliqué parce que j'avais très peu de place, comme pour tout ce plongeur d'ailleurs. Il y a un moteur réducteur ici qui fait enrouler une paire de cordes là, et ça tire au niveau des pinces. Je suis désolé, je ne peux pas bien vous le montrer parce qu'il y a le ressort qui cache. Donc un petit peu à la manière de la première motorisation concernant le plongeon recul. Quand on appuie sur le bouton pincer, la corde s'enroule, ça tire sur une partie des pinces et les pinces se rapprochent. Quand on appuie sur desserrer, le moteur tourne dans l'autre sens, mais les cordes sont souples et ne peuvent pas exercer d'effort pour desserrer les pinces. Il faut donc un ressort ici pour compléter, pour forcer les deux faces à être poussées et à obtenir le desserrage des pinces. Donc voilà, j'en ai fini avec les pinces. Il n'y a pas de capteur de fin de course pour pincer et desserrer. Il faut le faire à vue, j'ai envie de vous dire. Maintenant, la partie concernant la montée-descente des pinces. Ça se passe justement au niveau de ce moteur pas à pas. Il y a un petit moteur pas à pas qui fait un petit peu un mouvement ressemblant que le moto-réducteur précédent. Il fait enrouler des cordes. Les pinces montent. Ensuite, il tourne dans l'autre sens. Et ça descend tout simplement. Il y a un contrôleur de moteur pas à pas L6219 dans mon robot que vous pouvez retrouver sur le schéma de mon site. Alors, quelques petits détails concernant la mécanique et le pilotage. Alors, je vous ai dit que les cordes présentes ici devaient s'enrouler autour de l'axe pour faire monter les pinces. Et on a encore besoin de ressorts dans cette affaire-là, puisque les pinces, quand les cordes s'enroulent, la pince monte, bien sûr. Mais on ne peut pas pousser la corde pour faire descendre les pinces. Et vous avez donc ici un petit ressort avec une petite plaque fixée sur la pince. Quand ça monte, le ressort se fait comprimer. Et quand le moteur tourne dans l'autre sens, pour être sûr que les pinces vont tomber, le petit ressort pousse la pince pour être sûr qu'elle va tomber à l'horizontale. Bien sûr, vous avez le symétrique de l'autre côté. Pour le pilotage de ces pinces, justement, il y a un moteur pas à pas. C'est combiné à un optocoupleur à fenêtre qu'on a ici. Il y a une petite pièce métallique là fixée sur la pince qui s'insère dans l'optocoupleur, dans la fenêtre de l'optocoupleur, pour dire qu'on est arrivé en haut et pour stopper le moteur. Jusque là c'est du classique. Alors justement cette histoire d'optocoupleur, c'est à cause de ça que j'ai pas fait la démonstration des pinces qui montent et qui descendent en plein jour. C'est parce que le robot je l'ai pas conçu pour fonctionner avec une lumière ambiante aussi énorme que la lumière du jour. Et quand j'ai voulu faire la démonstration en plein jour, ça a fait bugger l'optocoupleur et les pinces n'étaient pas pilotables correctement. Alors justement, je parle de l'optocoupleur de fin de course. Quand les pinces arrivent en haut,
le moteur s'arrête. Alors oui, en fait, il s'arrête pas tout à fait. Je vous ai parlé des ressorts qui étaient chargés de faire tomber les pinces pour les forcer à être à l'horizontale. Mais là, on n'a pas un moto-adducteur classique qui exerce des frottements internes qui vont assurer un minimum de blocage de l'axe de rotation. Il n'y a pas ça. On est sur un moteur pas à pas où il n'y a pas beaucoup de frottements internes. Ce qui fait que, à cause de la pression exercée par les ressorts, les pinces ont tendance à tirer les cordes et à tomber quand même. Elles ont tendance à faire dérouler la corde, donc à forcer l'axe du moteur pas à pas à tourner pour tomber. C'est un problème puisqu'on veut les maintenir à la verticale. Et donc, le moteur en fait là, il n'est pas simplement stoppé, il faut lui donner le rôle de freinage. Et donc, même s'il n'y a plus de variation de champ magnétique dans le moteur, les bobines sont quand même alimentées pour fournir un champ magnétique fixe et assurer un couple de blocage, pour être sûr que les pinces restent maintenues vers le haut. Donc même là, on consomme du courant. Au niveau du moteur pas à pas, je ne sais pas si la caméra peut l'entendre, mais on entend un petit sifflement, puisque c'est le contrôleur qui fait tourner le moteur pas à pas, fonctionne avec du découpage. Et ce qu'on entend à l'oreille, c'est la fréquence de découpage qui est un petit peu audible. Donc voilà, je pense en avoir fini avec les pinces. Ah non, pas tout à fait en fait. Voilà, je vous parlais de l'optocoupleur qui sert à détecter la fin de course en position haute des pinces. Quand on va en position basse, contrairement à d'autres applications, on n'a pas besoin ici d'avoir un détecteur de fin de course pour la position basse, parce qu'on a un moteur pas à pas qui se charge de faire le mouvement. Il suffit de compter le nombre de pas dans le programme du microcontrôleur à partir du déplacement en position haute pour savoir quand est-ce qu'on va arriver en bas de manière précise. Donc on a besoin d'un capteur de fin de course pour une position, mais pas pour l'autre. Donc il n'y a pas de capteur de fin de course pour l'arrivée des pinces en position basse. Cette fois, je pense que j'en ai fini avec ces histoires de pinces. Non, en fait, j'en ai fini avec la motorisation, mais pas avec les pinces en elles-mêmes. Je voulais vous parler de la forme des pinces, puisqu'il y a eu quelques remarques sur ça dans les commentaires. Il y a eu aussi des gens qui ont suggéré des électroaimants. Alors oui, j'y ai pensé avant de faire un système qui m'a demandé autant de réflexion, parce qu'il est compliqué et très fin à mettre en place. Enfin, très fin, non. Il est compliqué parce qu'il y a des pièces très fines. Alors, avant de m'engager dans cette voie de pièces très fines, j'ai pensé bien sûr à l'électroaimant. Mais une canette, même en acier de 335 grammes, avec un électroaimant, c'est pas la peine d'y penser. En tout cas, pas avec les électroaimants que je possédais. C'est pour ça que j'ai opté pour des pinces. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces fameuses pinces ne servent pas à maintenir la canette par pression, comme le ferait une main humaine. Elles servent simplement à Quand j'ai conçu ce mécanisme, qui devait s'insérer dans cette partie-là du robot, j'avais pas assez de place pour installer un dispositif qui pouvait exercer une importante force de pression pour maintenir la canette. Par blocage, c'est-à-dire en plaçant cette partie-là sous la partie sortie de la canette. Donc les pinces, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ici, elles n'exercent pas une force énorme, elles se contentent de se caler sous une partie géométrique de la canette pour la bloquer. Au début de mon robot, j'avais fait des pinces qui fonctionnaient par pression, mais pour des questions de géométrie et d'insuffisance de force, j'ai eu beaucoup de problèmes, et donc j'ai abandonné cette idée. Je vous montre quelque chose que je ne fais habituellement jamais dans mes vidéos. Je vous montre mes plans. Donc c'est pas des plans, définitifs, c'est des morceaux, puisque c'est un projet sur lequel, comme pour beaucoup d'ailleurs, j'ai beaucoup hésité sur pas mal de choses, parce qu'il y a des choses qu'on essaye, qui marchent pas, qu'il faut changer, réétudier, machin et tout ça. Comme je vous l'ai dit, les 7 mois, c'est un mélange entre conception, construction, modification, machin, tout ça. Et donc, je vous montre quelques petits morceaux de plan, des idées que j'avais au début, qui correspondent pas forcément du tout à la réalité, puisque pour faire un robot qui va aller attraper des canettes, il faut prévoir les mouvements qu'il va faire, et l'air de rien, c'est pas aussi évident que ça peut en avoir l'air. Donc là, vous avez un premier essai, par exemple. Alors, c'est pas des plans précis, je vous préviens, c'est assez brouillon, c'est pour ça que je les montre jamais.
Il y a plein de choses qui sont pas vraies, il y a peut-être des erreurs. Voilà, je vous montre ça juste comme ça, si vous êtes curieux, je sais pas. Là, c'est encore des plans qui concernent le robot. Des études de géométrie. Là, on a quelque chose qui se rapproche peut-être un peu plus de la réalité. On sent la forme qui commence à venir. Là, vous voyez un autre design qui n'a rien à voir. Là, j'étudie les pinces, les formes de pinces, les avantages, les inconvénients. Alors ça, des calculs de reconstitution de trajectoire. Qu'avons-nous? Voilà, des études de pièces géométriques ici. Concernant la pince, vous voyez que les pinces n'étaient pas comme ça au début, je ne les avais pas prévues comme ça. Les mouvements, pareil. Là encore, des études de géométrie en ce qui concerne le treillis. J'avais pas prévu un treillis au début, vous le voyez, j'avais prévu autre chose. Des trucs qui auraient peut-être potentiellement pas marché. Études de trajectoire. Là, on s'approche un peu plus de la version réelle, même s'il y a de la modification. On reconnaît l'hexagone. Étude de dimension, de vitesse des moteurs. Un petit peu l'étude des circuits électriques ici. Alors les traces noires, là, c'est le cahier qui est resté sur une lampe un peu trop chaude. C'est pour ça que c'est présent des deux côtés. Petite parenthèse. Encore des études de géométrie. Un peu d'électricité. Encore de la géométrie, le pied de fixation, qui n'est pas définitif, je le précise. Voilà, de la géométrie encore une fois. Pied de fixation, pince et plongeur. Là un petit peu, alors ça n'a rien à voir. Là un petit peu d'études en ce qui concerne la base, pour savoir comment placer les moteurs et tout ça. Là, encore, c'est encore ça. Là aussi, pareil. Vous voyez, c'est vraiment, il n'y a pas de plan final. Je travaille vraiment par, enfin sur ce coup-là, par morceaux, quoi. Des petits morceaux. De toute façon, faire un plan final, c'est tellement infernal que... Oui, ça c'est encore le robot. Des études au niveau de l'hexagone du plongeur. Là, vous avez certaines pièces qui sont pas forcément installées. Donc je vous passe étude de réducteur, machin, plongeur. Oui, le cahier a brûlé, je suis désolé. C'est pas beau à voir. Voilà, encore de la géométrie, des pièces à découper. Ah, c'est fini. Alors en fait, c'est pas tout à fait fini parce que j'ai un deuxième cahier. Pareil, là on est encore sur le plongeur avec des études de trajectoire, des pièces à découper. Là c'est encore des pièces, là aussi. La fameuse manette que vous voyez, j'ai étudié ses dimensions aussi. Bon, c'est pas une partie compliquée, mais ça demande quand même un minimum de réflexion. Le fameux pied en acier que je vous ai montré au début, le voici à l'étude. Vous voyez qu'il n'a pas tout à fait la même forme. Alors là, nous avons un peu de géométrie, encore une fois, forme de pièce. Et électronique de contrôle. Le pied, nouveau design. Encore des pièces de géométrie. Ah, le pied, encore une fois. Là, c'est déjà plus près de la réalité. Voilà, alors ça, c'est encore le robot. Vous voyez les calculs de reconstitution de trajectoire. Le fameux triangle fictif dont j'ai abondamment parlé. Encore des calculs, des procédures, des organigrammes, pour pouvoir préparer les programmes du microcontrôleur. Alors ça, je suis désolé, c'est autre chose. C'est quoi ça? Non, c'est encore autre chose. Non, je pense que c'est terminé en fait, voilà. Ben voilà, j'espère que cette vidéo